mortelle ou mortifère, contagieuse, ardente, cruelle, dangereuse, ignée, violente, infecte, ennemie du genre humain, fiévreuse, plombée, surprenante, compagne de la mort, automnale, enflambée, ravissante, ennemie, triste, misérable, vilaine, menaçante, traîtresse, soudaine, odieuse, meurtrière, terrible, maligne, sanglante, outrageuse, dommageable, stygienne, rigoureuse, aspre, noire, charbonneuse, mauvaise, épouvantable, commune, méchante, impitoyable, homicide, malheureuse, détestable, létéane, enragée, mâle, bosse, inexorable. Voici les mots pour la dire, ou plus exactement pour l'envelopper, pour l'escorter, les épithètes de la peste. Ils furent rassemblés en 1571 par Maurice de la Porte, qui se présente comme parisien, fils d'imprimeur et ami des poètes. Son recueil d'adjectifs non classifiants, on l'appelle ainsi dans la rhétorique du XVIe siècle un épithétaire, est une machine à saturer le lexique par une nuée de mots qui décrivent mais ne définissent pas, qui produisent un bourdonnement vague et lancinant qui occupe le langage par une angoisse diffuse, constante, insidieuse. Véronique Montagne a étudié cette contamination du discours didascalique dans les écrits de peste au XVIe et XVIIe siècle, une épidémie d'adjectifs qui installe une inquiétude au cœur même d'un discours qui prétend par ailleurs rationaliser nos peurs. Je suis certain que vous voyez ce que je veux dire. Aspre, noire, charbonneuse, mauvaise, épouvantable, telle est la peste. Mais au fait, pourquoi et depuis quand parle-t-on de peste noire ? L'expression n'est guère attestée au Moyen-Âge. Ion Arrizabalaga, dans un texte intitulé « Facing the Black Death », qui constitue la meilleure synthèse sur l'attitude de la médecine universitaire face à l'épidémie qui va nous occuper aujourd'hui, cet auteur donc signale que des écrits danois et suédois l'auraient utilisé au XVIe siècle, Svarta Döden, mais l'usage, s'il est avéré, demeure très limité. Il renvoie toujours au sens figuré de l'adjectif, nigra ou astra en latin, qui peut se traduire comme horrible, atroce, et certainement pas à la couleur des malades ou de leurs plaies, et notamment la plaque noirâtre appelée charbon, qui peut apparaître au point d'inoculation et qui était identifiée par les médecins, notamment en Italie, comme des signes de l'infection. Cette confusion entre le caractère atroce de la mort et les signes noirs qu'elle pouvait laisser sur les corps, cette confusion vient d'un historien de la médecine, l'allemand Justus Ecker, qui publie à Berlin en 1832 Der Schwarze Tod et lance pour la première fois donc cette expression de la mort noire. Le livre connaît un vif succès dans l'Europe romantique et impose le glissement entre la métaphore et le chrononyme. La peste noire, désormais, désigne une maladie et nomme l'époque qui l'afflige. C'est pour cela que je peux simplement appeler ce cours la peste noire. Or, 1832 est l'année de diffusion en Europe de l'épidémie de choléra, provoquant une peur bleue, pour reprendre une expression devenue courante et qui inspire le titre du grand livre de Patrice Bourdelais et Jean-Yves Rollot sur l'histoire de l'épidémie de choléra dans la France du 1er XIXe siècle. La référence à la décoloration du cadavre infesté est cette fois-ci directe et explicite, puisque juste avant de mourir, la rupture des capillaires provoque chez les cholériques une cyanose livide effrayante. Retenons en tout cas qu'en 1832, la peste devient noire au moment même où le choléra est bleu, tandis qu'au début du siècle était apparue en Europe la fièvre jaune et que la tuberculose sera plus tard appelée, par contraste, la peste blanche. Bref, il y a bien une histoire chromatique
de nos peurs. Sa sémantique emprunte ses motifs littéraires, je l'ai dit, au romantisme noir. La nouvelle d'Edgar Allan Poe, Le Masque de la mort rouge, rédigé en 1842, traduit par Charles Baudelaire, raconte un bal masqué où la peur du fléau imaginaire qui frappe le pays passe littéralement par toutes les couleurs qui illuminent chacune des pièces du palais où le châtelain a voulu organiser pour conjurer la mort un bal masqué. Ce carnaval macabre est rythmé par l'horloge d'ébène qui s'arrête quand chacun comprend qu'il n'y a rien derrière le masque d'un invité mystérieux, sinon le sombre abîme de la mort elle-même. Dans cet imaginaire contemporain d'un Moyen-Âge fantastique, la peste n'est pas seulement le mal noir du charbon, elle est la maladie du rouge passant au noir, quelque chose comme notre mauvais sang, qui s'attarde en blancheur mélancolique. Les descriptions médicales, d'ailleurs, on l'avait vu, de la mélancolie font osciller le teint des malades entre la pâleur mortelle du plomb et la noirceur diabolique qui l'a suscité. Cette sémantique de la peste a le corps pour écran et pour tombeau. Elle s'y étale pour le sillonner d'énigmes à déchiffrer. L'art de la médecine consiste à savoir lire ces signes corporels, à discriminer ce qui, sur la surface du corps, trahit la nature de l'affection et annonce son issue probable. Ce que, dans la clinique, on appelle le passage du diagnostic au pronostic. L'étiologie de la peste est, je n'y reviens pas, bien connue, et même s'il existe d'autres formes que bubonique, elle peut être pulmonaire et septicémique, mais aussi bien plus rarement pharyngée et méningée, ces formes peuvent produire des signes discrets ou peu discriminants, et voici d'ailleurs pourquoi le bubon, qui n'est pas vraiment pathognomonique, comme l'on dit, c'est-à-dire un signe clinique ou un symptôme qui désigne à coup sûr et de manière univoque une maladie spécifique, le bubon, donc, est le faux ami du rétrodiagnostic parce qu'il est tellement visible qu'il détourne l'attention des autres manifestations de la maladie qui peuvent précisément s'en passer. Ce qui désigne la peste, c'est sans conteste l'inflammation, l'enflure des ganglions lymphatiques drainant l'infection, ganglions inguinaires ou axillaires, donc à l'aine ou aux aisselles, le plus souvent, mais pas toujours, d'où le fait que la désignation la plus commune de la maladie est, dans le latin du Haut Moyen-Âge, et notamment, on l'a vu chez Grégoire de Tours, l'ues inguinaria, et dans la langue vernaculaire de la fin du Moyen-Âge, maladie des bosses et tous ses dérivés. Les romans contemporains de la peste, je pense en particulier au saisissant La peste écarlate de Jack London, 1914, dont on aura à reparler peut-être. Ces romans jouent toujours de cet inépuisable ressort dramatique qui réside dans la latence entre le moment où un personnage est atteint par la maladie et le moment où il comprend qu'elle va le tuer. Comment ne pas poser la question, si l'on veut se situer, puisque c'est ce que j'ai annoncé désormais à hauteur de cette peine des hommes, dont Philippe Bronstein se demandait dans un article qui, étudiant, m'avait beaucoup frappé si elle pouvait être objet d'histoire. Est-ce que, en cas d'épidémie de peste, on s'alertait aux premiers symptômes, les fièvres, les vomissements, les céphalées, que la médecine actuelle décrit comme possiblement légers? Ou est-ce qu'on n'y prenait pas garde parce qu'on postule généralement que le seuil de sensibilité à la douleur était plus élevé qu'aujourd'hui, mais au fond, qu'en sait-on? Est-ce que les malades remarquaient les vésicules nécrosées qui pouvaient se développer sur les flictènes du point d'inoculation de la peste, les fameux carbunculi, les charbons pesteux décrits dans les traités? En tout cas, une chose est certaine, il ne pouvait certainement pas passer à côté de l'apparition des premiers bubons, puisque le manuel actuel de l'OMS consacré à la peste, toujours endémique, je le rappelle, décrit leur apparition comme brutale
au bout de 2 à 6 jours d'incubation et comme, je cite, horriblement douloureuse. Voici pourquoi la description la plus simple, la plus frontale, la plus proche sans doute du ressenti des victimes est celle que donne la chronique latine du carme parisien Jean de Venette, que j'avais déjà cité. Ils avaient tout à coup, des grosseurs sous les aisselles et dans l'aine, ou les deux, et l'apparition de ces grosseurs était un infaillible signe de mort. Signum mortis. Pour eux peut-être, le moment où on comprend. Mais cette soudaineté qui laisse hébété, incrédule, contredit, comme on l'a déjà remarqué aussi, les descriptions hallucinées d'Antonin Artaud, qui fait de l'épopée d'un corps martyrisé par une éruption intérieure, le drame de son théâtre de la peste, cette langue qui halète, énorme et grosse, d'abord blanche, puis rouge, puis noire, et comme charbonneuse et fendillée, toute annonce un orage organique sans précédent. Je cite Artaud. Mais parlons précisément de ces signes annonciateurs. Signum mortis, pour Jean de Venette. Cette expression ne pouvait pas être vraiment employée par un médecin du XIVe siècle, car, ainsi que l'a noté Daniel Jacquard, ces médecins répugnaient à poser un diagnostic de mort et peinaient à discerner les maladies incurables. Ils le devaient pourtant, en vertu même de la définition de l'art médical dans le corpus hippocratique, où l'on lit cette déclaration de principe assez belle. Je vais définir ce qu'est, selon moi, la médecine. C'est délivrer complètement les malades de leur souffrance ou émousser la violence des maladies et ne pas traiter les malades qui sont vaincus par la maladie. Il faudrait donc savoir et pouvoir distinguer le possible de l'impossible. Non seulement pour protéger sa réputation, et là on se situe aux origines de la mauvaise réputation justement de la médecine médiévale, qui fut, écrit Guy de Chauliac, honteuse en temps de peste parce qu'elle se détournait d'une maladie qu'elle ne pouvait soigner, mais en vertu aussi d'une certaine anthropologie des états de la maladie qui privilégie toujours les signes de vie sur les signes de mort. Ainsi, le médecin montpelliérain Bernard de Gordon écrit-il en 1295 dans son Liber Pronosticorum, « Il faut comprendre qu'une issue fatale n'est pas aussi certaine qu'une bonne issue, car les mouvements de la nature sont ordonnés, suivant une seule voie et un seul ordre, qui est celui de la vie même. Mais les mouvements de la maladie sont désordonnés, donc le mouvement de la mort n'est pas aussi certain que celui de la vie. Voilà pourquoi, commente Daniel Jacquard, il est plus honteux d'annoncer une mort qui ne survient pas que de voir sa confiance en un état de rétablissement déçu. Être trompé par la maladie et la mort fait partie du combat quotidien du médecin. En revanche, ne pas savoir reconnaître les signes de la vie le déshonore. Voici pourquoi les médecins, tout en ayant sans doute conscience de n'avoir finalement aucun remède efficace contre une maladie qu'ils identifiaient comme une maladie mortelle, ne l'ont jamais considérée comme incurable. Ce qui signifie qu'ils n'ont jamais, contrairement à une légende tenace, renoncé à la soigner, et pour commencer, à la comprendre. Or, la nature même de l'épidémie pesteuse, et c'est là le point essentiel qui va nous occuper aujourd'hui, et notamment du point de vue de son mode de propagation, constituait un extraordinaire défi pratique pour la médecine savante, mettant à l'épreuve ces catégories scolastiques dans laquelle elle se mouvait depuis le XIIIe siècle, quelque chose au fond comme l'épreuve de ces régimes de rationalité. Pour en prendre la mesure, il convient en effet de considérer l'ensemble des écrits de peste, qu'ils relèvent du genre du traité, du régime, regimen, de la consultation, concilium, ou de la question disputée, question. Au début du XXe siècle, de 1909 à 1925 précisément, Karl Sudhoff en a édité près de 300 sous la dénomination générale de Pestschriften. Éditeur de Paracels, grand érudit, fin connaisseur des manuscrits médiévaux,
Karl Sudhoff est le fondateur de l'histoire de la médecine. Il est mort en 1938, militant convaincu du parti nazi. Sa collecte fait toujours autorité, et son nom donne même, malgré tout, le titre de la principale revue d'histoire de la médecine, même si cette collecte ne rend pas compte de l'ensemble des savoirs arabo-latins qui constituent la médecine savante au Moyen Âge. Il convient donc de compléter le corpus, notamment vers les médecins arabes d'Al-Andalus, Ibn Ratima al-Ansari, médecin d'Almeria dans le royaume de Grenade, qui fournit, on l'a vu, et on y reviendra, la description la plus précise de l'épidémie, et les savants juifs, évidemment plutôt minorés par Karl Sudhoff et étudiés aujourd'hui notamment par l'historien Ron Barkay. Parmi eux, citons Abraham Kaslari, chirurgien à Bessalou, dans le royaume d'Aragon, Isaac ben Todros, qui officie à Avignon, ou Abraham bar Solomon N, ce dernier probablement catalan, n'est connu que par un traité écrit en hébreu, conservé à Leiden, dans une copie partielle du XVe siècle. Gerrit Boss et Guido Mensching en ont récemment proposé une étude très fine, où ils montrent notamment que la tradition hippocratique, qui est passée ici au filtre de la grande médecine arabo-persane, Al-Razi et Avicenne, est mise au service d'une étude originale de la qualité de la fièvre qui précède l'apparition des bubons, qui a déjà été étudié justement par Abraham Kaslari dans son traité sur les fièvres pestilentielles et autres formes de fièvre. Et précisément, l'enjeu était évidemment de prévenir l'irruption de la maladie aiguë en discriminant ces symptômes discrets avant le bubon. Cette tradition médicale juive peut se reconstituer en suivant les itinéraires des médecins comme Eliyahu ben Avram, issu de la diaspora séfarade, qui, après l'expulsion de 1492, quitte l'Espagne pour l'Italie du Sud, où il parfait sa formation, puis trouve refuge à Constantinople. Et là, il devient Ilyas bin Ibrahim, se convertit à l'islam, dédie son important traité au sultan Sélim Ier, dont il devient le médecin personnel. Et à ce moment-là, comme l'a montré Nurket Varlik dans son livre Plague and Empire, l'Empire ottoman est l'un des hauts lieux de la médicalisation des savoirs politiques de la peste, inspirant les politiques de prévention publique qui sont exposées dans le traité sur la peste de Ahmed Taskoprizad, théologien du XVIe siècle, qui ressaisit à ce moment-là toutes les connaissances disponibles sur l'épidémie. C'est donc à cette histoire connectée, partagée, élargie des savoirs de la peste qu'il faudrait pouvoir s'attacher si on veut produire un tableau complet de ce qui fondait les politiques de prévention dont on aura évidemment largement à reparler. Mais revenons à 1348. Toujours dans cette articulation entre médecine savante et pouvoir royal. Et penchons-nous sur un seul texte très célèbre, l'avis promulgué en octobre 1348 par la faculté de médecine de Paris, qui est adressé au roi de France Philippe VI de Valois, le Compendium de Epidemia, rédigé alors que la peste commence à produire ses ravages à Paris. On est en octobre 1348, les premiers morts attestés, c'est en Île-de-France et à Roissy, fin août 1348. Donc en octobre, on n'est pas encore au pic de l'épidémie. Cette consultation, elle connaît une grande diffusion manuscrite à l'échelle européenne. On en a repéré au moins 25. Je dis au moins parce qu'en fait, l'édition critique de ce texte est assez ancienne. Elle date de 1888. Elle est due à Émile Rébouy dans son étude historique et critique de la peste. Et elle est assez largement fautive. Il faudrait pouvoir la reprendre sur d'autres bases textuelles parce que le manuscrit a aussi circulé dans une version
abrégée qui a été traduite en français dès la fin de l'année 1349. Donc on est vraiment dans une expertise d'urgence, fin 49 ou début 50, et qui est conservée dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, qui est le manuscrit 2001. Donc en fait, il faudrait, je l'ai dit, reprendre cette étude, mais à partir non pas des unités textuelles, mais des unités codicologiques. Ainsi, par exemple, le manuscrit latin 11227, toujours de la Bibliothèque nationale de France, dont Daniel Jacquard a suggéré qu'il a pu être composé par Pierre de Damouzy, maître régent de la faculté de médecine de Paris entre 1325 et 1328, médecin de Marguerite de France, comtesse de Flandre, qui a rédigé à Reims un Tractatus qu'il date lui-même du 18 août 1348. Et évidemment, la précision est importante, car à ce moment-là, la peste n'a pas encore atteint Reims. Il écrit donc en attendant l'épidémie, pour la prévenir. Et le recueil qu'il compose ensuite comporte le Lilium Medicinae du Montpelliérain Bernard de Gordon, écrit avant la peste, son propre traité, rédigé donc en attendant la peste, le Compendium de Paris, écrit au début de la peste, un traité anonyme d'un médecin de Montpellier qui est adressé à l'Université de Paris en mai 1349, donc 6 mois après la consultation, qu'il a manifestement lu et auquel il répond, et enfin une note également anonyme sur les causes astrologiques de l'épidémie, mais reprenant un régime préservatif de la peste qui se lit dans l'abrégé latin du compendium parisien, de l'abrégé français, pardon, du compendium parisien. Donc tout cela, effectivement, crée des manuscrits composés et composés avec différentes strates de connaissances de la peste qu'ils prétendent prévenir. À la vue des effets dont la cause échappe à la perspicacité, à la vue des effets dont la cause échappe à la perspicacité des meilleures intelligences, lit-on dans le prologue du compendium, l'esprit humain tombe dans l'étonnement. Mens humana in admirationem deducitur. Mais il désire évidemment s'en extraire, parce qu'il y a en lui, je cite toujours, un besoin inné de poursuivre le bien et le vrai, et aussi parce que, accessoirement, les experts ne souhaitent pas décevoir le roi qui leur réclame conseil. Il s'agit donc d'aller chercher par la lecture des anciens, mais aussi des modernes, mais aussi de la pratique, les causes des effets merveilleux. Le collectif de savants prévient donc son royal protecteur. Soucieux du bien public, ils feront leur possible pour déterminer les causes de cette maladie nouvelle et effrayante. C'est une assez belle profession de foi quant à la raison qui pourrait rendre compte du mal. Ils suggèrent même quelques remèdes, mais, je cite encore, leur déclaration laisse encore ample matière à discussion et surtout, ils ne peuvent en la matière approcher cause et remède que pour, je cite autant qu'il est dans la nature de ce problème de se soumettre à l'intellect humain. Telle est sans doute l'expression la plus juste de la volonté des médecins de rendre raison au mal. Ils croient aux ressources de la science médicale, mais ils savent aussi les limites de l'entendement humain et ils comprennent qu'il est dans la nature même de cette maladie d'éprouver ses limites, les limites de l'intelligence. La peste est ce qui nous échappe. Voilà ce qu'ils disent. Les historiens modernes ont longtemps mesuré cette mise à l'épreuve de la rationalité médiévale à partir, au fond, de sa capacité à résister à l'intrusion et de l'astronomie et de la magie. Mais ce faisant, ils le font, les historiens modernes, qu'exprimer leur propre catégorie de rationalité. La consultation de 1348 relaie l'opinion des astrologues. Il y a bien eu, oui, une conjonction astrale qui fut, en 1345, la remota causa, la cause lointaine de la peste. Jupiter,
planète chaude et humide, a soulevé depuis la Terre de l'eau et avec elle des vapeurs nocives que Mars, planète également chaude mais sèche, a ensuite embrasées. Et comme Mars était rétrograde, c'est-à-dire qu'elle était à un moment de sa révolution où son mouvement apparent est à l'inverse de celui du Soleil et des signes zodiacaux, comme elle s'alignait avec la tête du dragon, qui est le point ascendant de l'intersection que fait l'orbite de la Lune avec le plan de l'écliptique, alors tout s'est embrasé. Tout cela, Nicolas Weil-Parot l'explique fort bien, à partir notamment des travaux de Jean-Patrice Boudet sur l'astrologue Simon de Farre. Mais si l'on dit que la conjonction astrale des trois planètes supérieures, Saturne, Jupiter et Mars, sous le signe du Verseau en 1345, fut responsable de la corruption de l'air, on ne produit pas une cause fatale qui découragerait le remède. On dit juste un désordre climatique. Un désordre climatique qui constitue non pas l'explication de la maladie, mais l'une de ses causes possibles. Au moins, cette causalité astrologique, qui demeure toujours à distance du système de la médecine savante, évite ce que Nicolas Weil-Parot, toujours dans cet article paru en 2004 dans la revue médiévale, appelle le recours affolé à l'explication par le châtiment divin. Il y traite également du recours aux empirica, désignant des remèdes que la médecine savante intègre, faute de mieux, dans ses prescriptions en vertu d'une expérience thérapeutique transmise, même si celle-ci ne s'inscrivait pas dans sa doctrine, dans la doctrine galénique générale des complexions gouvernées, vous le savez, par l'agencement harmonieux des qualités froides, chaudes, sèches et humides. Or, la médecine scolastique dispose d'une notion qui est issue du canon d'Avicenne, qui permet au fond d'intégrer l'inexpliqué dans l'explicable. C'est ce qu'on appelle la forme spécifique, qui est une combinaison de qualités premières transcendant la complexion dont elle est issue. Donc ça veut dire que même si, au fond, on ne peut pas l'exprimer dans la théorie des humeurs, on peut malgré tout, avec la notion de forme spécifique, l'ajuster à une description du réel. Les médecins parisiens, consultés en 1348, ne disent pas autre chose de l'air vicié responsable de la peste. Nous croyons, écrivent-ils, que la présente épidémie ou peste provient d'un air corrompu en sa substance et non seulement altéré en sa qualité. Qui est une autre manière de parler de la forme spécifique. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Quand l'air est empoisonné, on fuit, on s'enferme, on fait un peu semblant de se protéger par des fumigations qui sont censées assécher les miasmes. Ainsi plaça-t-on le pape Clément VI littéralement et continuellement entre deux feux, qui étaient censés assécher les miasmes. Et les médecins ont pu également prescrire ou laisser prescrire, sans doute dans ce même esprit, les talismans astrologiques ou d'autres remèdes qui relèvent davantage de la magie astrale hermétique, de la magie rituelle salomonienne ou même de la nécromancie. Mais si les historiens ont noté, pour s'en inquiéter, cette double inflexion alchimique et magique du discours médical au défi de la peste, il ne faut pas nécessairement l'interpréter comme une défaite de la raison, comme un découragement, comme une tentation de l'irrationnel. C'est le cas, par exemple, du recours à l'or potable ou de l'usage thérapeutique des gemmes qui renvoie au De Mineralibus d'Albert le Grand. La consultation de 1348, par exemple, admet que l'émeraude est un médicament remarquable contre tout poison. Or, la corruption de l'air est évidemment assimilée à un empoisonnement. Donc, l'humeur viciée, qui entre ensuite dans le corps comme un venin, doit être traitée comme
un autre venin. Et voilà pourquoi se multiplient en Europe, dans la seconde moitié du XIVe siècle, les traités des vénénis. Il n'est donc pas illogique de voir réapparaître dans les régimes princiers, notamment, à la fois la recette du thériaque, ce grand contrepoison à tout faire de l'époque romaine, ou d'autres électuaires par lesquels la richesse est ingurgitée en cordial. Voilà, on leur fait bouffer leur puissance. Ainsi peut-on préconiser de réduire des diamants en poudre et, si le patient est riche, on doit ajouter des perles, de l'or en minces feuilles, de l'argent pur, des hyacinthes, des émeraudes et de la corne de cerf, lit-on dans un traité sur l'épidémie au temps de Jean de Bourgogne. Alors, sans doute, Guy de Chauliac s'est-il insurgé contre ces empiricas magiques assimilés à des vétulae, c'est-à-dire à la fois des vieilleries et des trucs de bonne femme. Sa grande chirurgie, qui est achevée en 1363 à Avignon, mais dont le manuscrit original est perdu, on n'est même pas certain qu'il ait été rédigé en latin, circule dans toute l'Europe savante à partir de son éditio Princeps, qui est imprimé à Venise en 1498, mais aussi de ses très nombreuses traductions vernaculaires, généralement par exemple en français sous le nom de Guido ou de Fleurs de Guidon, qui sont étudiées notamment dans le domaine français par Sylvie Bazin-Takela. Et c'est ce livre qui fixe, je dirais, les connaissances anatomiques de ce qu'on appelle la chirurgie didactique, par opposition à la chirurgie opérative, dont on considère Ambroise Paré comme le fondateur. Une connaissance donc qui est autorisée notamment par le fait que Clément VI a accepté l'autopsie des cadavres précisément pour espérer y découvrir les origines de la maladie en 1348. Originaire d'une famille populaire du Gévaudan, Guy de Chauliac est un clerc, ce qui n'est pas commun parmi les médecins de la fin du Moyen Âge. C'est un chanoine du monastère de Saint-Just, près de Lyon, au moment où Clément VI le fait appeler à sa cour. Et donc, sa réputation de médecin est sans doute déjà acquise. Il a enseigné, enfin, il a étudié, à Montpellier, mais aussi à Paris et à Bologne. Or, l'autre spécificité de son parcours est que Guy de Chauliac est, contrairement à une idée reçue, non pas un chirurgien, mais un médecin qui pratique la chirurgie. C'est important, la différence, parce qu'évidemment, l'enseignement universitaire a strictement séparé les praticiens entre les chirurgiens qui réparent les plaies visibles et les médecins qui prennent soin de l'invisible. Bon. Et les seconds, évidemment, prennent le dessus sur les premiers. Aux médecins, les traitements internes, aux chirurgiens, les traitements externes. Donc, il y a là, évidemment, une question de prééminence sociale, et ce d'autant plus qu'à l'issue de différents conflits, on devait aussi distinguer les barbiers qui rasent, mais qui font aussi des pansements, qui posent les sangsues et les ventouses, des chirurgiens. Mais en fait, là encore, et à l'épreuve de la peste, la pratique déjoue ces catégories, parce que l'usage généralisé de la phlébotomie, de la saignée, préconisé par le canon d'Avicenne, qui devient l'acte médical par excellence, comme l'a montré Laurence Moulinier, le sang évacué, comme l'urine d'ailleurs, a un statut ambigu entre chirurgie et médecine, entre clinique et théorie, parce que, évidemment, il sort du corps. Donc la peste met à mal le système de la médecine médiévale, modifie le partage des tâches. C'est le début aussi de la montée en puissance des apothicaires. Guy de Chauliac s'est donc montré célèbre par sa technique d'incision des bubons. Il l'a appliqué à lui-même avec succès quand il a contracté la peste. Et donc on voit que les médecins médiévaux étaient évidemment sur la bonne voie, ou pas très loin en tout cas. L'étiologie de la peste contemporaine confirme que lorsque le bubon tuméfié commence à suppurer, si on parvient à le drainer correctement, la guérison est possible. Mais il faut évidemment pour cela l'aider à mûrir en appliquant sur lui toutes sortes d'emplâtres à base de miel, de safran. Alors Guy de Chauliac a sa propre recette, je vous la donne, et les apostèmes extérieurs, les bubons donc,
était mûri avec des figues et des oignons cuits, pliés et mêlés avec du levain et du beurre, puis était ouvert et traité comme des ulcères. Vous ventousez, vous scarifiez, vous cautérisez, et normalement, c'est bon. Puisqu'il s'agit d'éliminer un poison, et l'on doit se souvenir que pestis désigne tout animal venimeux, il est donc assez logique de vouloir aspirer le venin du bubon au moyen de crapauds desséchés, de pigeons ouverts en deux, de tout petits animaux vivants. C'est ce que préconise le médecin Jacquemet d'Agramonte dans son Regimen de Preservatio de Pestilentia, qui est présenté au Studium de Lérida, là encore, le 24 avril 1348. Il est rédigé en catalan sous la forme d'une lettre, et ce traité, qui a été, là encore, commandé par le pouvoir politique, en l'occurrence ici les consuls de la ville, pour leur propre instruction, est sans doute le premier écrit de la peste, 24 avril 1348. Il discute les causes naturelles de l'épidémie, il invente pour cela une étymologie, pestilentia, viendrait de pes, tempête, temps, le temps, et lencia, de claridad, la lumière, pour dire le temps de la tempête causée par la lumière des étoiles. Mais encore une fois, c'est une manière de dire un dérèglement environnemental qui n'est pas totalement sans rapport avec ce dont on parle depuis quelques semaines. Mais une fois de plus, on passe de l'échelle cosmique à la composition des mondes, ce qu'on a tenté de faire, nous aussi, là encore, puisque Jacquemet d'Agramonte préconise un usage, disons, de partenaires non humains, vivants, assez triviaux, comme les poulets. Voilà la recette. Vous prenez un jeune poulet, dont vous aurez pris soin au préalable de déplumer le croupion, vous appliquez le cul sur le bubon, jusqu'à ce que la pauvre bête aspire le venin par le fondement, elle en meurt, vous recommencez autant de fois qu'il le faut pour obtenir une guérison complète. Eric Heinrich a consacré en 2017 un intéressant article dans une revue de médecine à ce traitement en s'interrogeant sur sa longévité, parce qu'on la trouve signalée en Europe, mais aussi dans tout l'Empire ottoman, dans de nombreux écrits de la peste, jusqu'à la fin du XVIIe siècle au moins. Alors, il trouve son origine dans les experimenta du canon d'Avicenne. Le bouillon de poulet y est un remède presque universel, déjà dans la médecine romaine. On peut le couper en deux aussi pour cautériser les plaies, et son cœur est toujours utilisé comme aspi-venin. C'est ainsi qu'il est repris au début du XIVe siècle par ses principaux commentateurs, je parle d'Avicenne, Arnaud de Villanova et Pietro d'Albano. C'est donc, je dirais, le traitement disponible immédiatement pour la pestis, entendue comme empoisonnement. Le premier qui vient à l'esprit, peut-être, face à cette maladie inconnue et meurtrière. Ça, on le comprend très bien. Ce qu'on comprend un peu moins, ce qui étonne, c'est pourquoi, effectivement, on a continué. Ce traitement est décrit par Jacquemet d'Agramonte, enseigné ensuite par Johannes Jacobi, le chancelier de la faculté de médecine de Montpellier, qui rédige son propre traité contre la peste en 1357, traité qui circulera massivement dans sa traduction latine de 1373, cité notamment dans l'espace ibérique par Valesus de Taranta, dans l'espace germanique par Heinrich Lamme. En 1405, un traité anonyme rédigé à Erfurt précise qu'il faut utiliser un coq noir à l'anus fendu pendant un septième d'heure et en changer régulièrement. En effet, le poison est attiré vers le cœur du coq qui meurt immédiatement, et le faire pendant une journée entière. Donc si vous calculez 7 coqs par heure fois 24, il faut quand même 168 coqs pour un résultat hasardeux. La présence du coq noir et du chiffre 7 trahit évidemment la contamination magique du remède médical, et il serait aisé d'ironiser sur cette alliance déroutante pour nous entre l'obstination et la créativité.
Parce qu'après, ça continue. Heinrich Schlegel suggère en 1453 de ficeler le bec du poulet de manière à l'obliger à respirer par le cul et d'aspirer plus fermement le venin. Et puis si ça ne marche pas, pourquoi ne pas le remplacer par un pigeon, une hirondelle? Tout ça continue, je l'ai dit, jusqu'en 1714, dernière attestation, avec une admirable inventivité. Mais de quoi s'agit-il? S'agit-il d'empirica, d'experimenta ou de secreta? Je veux dire, qu'attend-on vraiment de ces expériences, qui ne sont probablement que des expériences de papier, comme le remarque Erich Heinrich? Sans doute une mise à l'épreuve de la rationalité des paradigmes de la maladie savante, confrontée à cette contradiction majeure. Comment rédiger un régime contre la peste alors que les régimes sont destinés à guérir des maladies particulières et que la peste est une maladie générale, une maladie commune qui est donc, je le rappelle, fondée sur l'empoisonnement de ce qu'il y a de plus commun, c'est-à-dire l'air que nous respirons. Et donc, d'une certaine manière, ce qui caractérise l'épidémie, c'est sa propagation. Or, ce n'est pas le déluge. Je veux dire, elle ne tombe pas sur l'humanité d'un coup. On a bien vu qu'elle n'est pas là, elle est là, elle n'est plus là, elle passe. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir effectivement des manuscrits comme le 11227 qui décrit tout ce passage, justement, de la peste. Donc, évidemment que l'explication par le châtiment divin ne peut être suffisante. Mais les médecins doivent donc rendre raison de cette propagation et en établissant alors qu'ils ne peuvent pas comprendre, en fait, c'est ça, ce qui nous semble évident aujourd'hui, c'est-à-dire le lien entre une épidémie et une maladie contagieuse. Alors, pour comprendre cette incompréhension, il n'y a pas de lien entre épidémie et maladie contagieuse. Il faut repartir en arrière. Il faut plonger dans les Problemata Physica d'Aristote, ou du pseudo-Aristote, en tout cas, qui est reçu au Moyen-Âge comme le noyau de la philosophie naturelle aristotélicienne. Livre 7, problème 4. Pourquoi certaines maladies rendent-elles malades ceux qui s'approchent alors que personne n'est guéri par la santé? Imaginez un monde sans microbes. Un monde où vous ne pouvez pas imaginer que des maladies puissent être transmises par des agents pathogènes. Alors dans ce monde-là, oui, une telle question peut se poser. Pourquoi la santé n'est-elle pas contagieuse? Comme l'a remarqué Béatrice de Laurenti dans son dernier livre, La contagion des émotions, Compassio, une énigme médiévale, paru en 2016, la question est d'autant plus saillante au fur et à mesure qu'on construit précisément au XIVe siècle cette notion de compassio, qui désigne la circulation des émotions. Le fait que, par exemple, voir bâiller fait bâiller, c'est une des énigmes des problématas. Le fait que l'on puisse souffrir à distance, le fait qu'il suffit de voir quelqu'un avaler du vinaigre pour ressentir parfois un petit picotement aux dents. Tout ça, c'est dans Aristote, puis dans Avicenne. Or, ce paradigme nouveau, ce paradigme en construction, qu'est la compassio, permet d'affirmer le pouvoir de l'imagination. Si la santé n'est pas contagieuse, répondent donc les commentateurs médiévaux comme Pietro d'Albano ou Évrard de Conti, c'est parce que la santé est un repos, c'est une stase, quand la maladie est un ébranlement. Elle est, selon la définition de Pietro d'Albano, un certain mouvement et altération. Sa cause est le mouvement du poison qui contamine de façon continue l'air extérieur et par conséquent imprègne le corps de ceux qui s'approchent. Philosophe, astrologue, médecin, auteur du Conciliator, qui, comme son nom l'indique, tente de saisir d'un seul mouvement toute la philosophie naturelle, Pietro d'Albano, qui meurt à Padoue en 1316, est l'un des commentateurs italiens
qui impose le canon d'Avicenne, c'est-à-dire l'encyclopédie médicale rédigée en arabe au XIe siècle par le philosophe perse Ibn Sina, comme la base de l'enseignement de la médecine universitaire, et ce, avant 1347. Gentile da Foligno en produit le commentaire le plus complet à partir de 1325, et comme l'a montré Joël Chandelier, cet immense travail théorique, il rend disponible la possibilité d'une contagion humaine que la théorie antique du corpus hippocratique et galénique excluait par principe. Une contagion qui n'est pas, on l'a déjà dit, par contact, mais par imprégnation de l'air par des humeurs viciées. Les humeurs ne peuvent pas se déplacer d'un corps à l'autre, mais les vapeurs qui émanent du patient infecté peuvent corrompre l'air environnant et atteindre un autre patient, pourvu que celui-ci ait une disposition de la complexio, comorbidité, une disposition morbida qui le rend apte à la contracter. Or, cette disposition peut être matérielle, mais, et c'est ça évidemment qui est la clé du truc, elle peut être aussi immatérielle. Et donc la contagion va dépendre de l'imagination. On le voit, la médecine médiévale, telle qu'elle fut transformée par la réception du canon d'Avicenne depuis le XIIIe siècle, est disponible pour admettre, malgré sa propre doctrine, la possibilité d'une contagion humaine. Mais dans un certain système anthropologique que je dois décrire à présent, conscient du fait que je ne décris pas simplement un système savant, mais probablement une disposition générale, un imaginaire et peut-être même, au sens des scoliens, une ontologie. Prenons effectivement toujours Gentile da Foligno. Il est sur le point de l'admettre dans son grand commentaire, mais aussi dans son De Concilium de Pestilentia, puisque non seulement il termine son grand commentaire avant la peste, mais il rédige en pleine épidémie un concilium, comme beaucoup, et puis qu'il laisse inachevé parce qu'il meurt le 18 juin 1348, très probablement de ce qu'il appelle cette effrayante épidémie qui nous envahit, invadentis, c'est bien ça. Il ne trouve aucun équivalent d'ailleurs à ce qu'il tente de décrire et ce qui le tue finalement, ni dans sa mémoire, ni dans ses lectures. Il évoque alors Thucydide, Galien, Avenzoar, aucun équivalent quant à sa malicia, quant à sa malignité. Au même moment, dans le royaume de Grenade, à Almeria précisément, où la peste s'est déclarée le 1er juin de cette même année 1348, le médecin Ibn Hatima al-Ansari, qui est, on l'a dit, poète, historien, grammairien, mais aussi lecteur du Coran à la Grande Mosquée, rédige son traité intitulé « Conduire au but celui qui veut examiner en détail la maladie extrinsèque ». Il la rédige d'une traite, le temps d'une dictée, écrit-il, tandis que les gens étaient en émoi au moment de la peste généralisée, devant la porte du sultan et les médecins qui s'y trouvaient. Car, face à ce qu'il appelle par ailleurs la maladie terrifiante, l'urgence pour le médecin est de convaincre que des gestes thérapeutiques sont possibles. Mais il faut pour cela admettre l'existence de la contagion et tenter de vaincre l'erreur et le préjugé. Car il a vu que les prisonniers musulmans de la citadelle de Séville n'avaient pas contracté la maladie quand les marchands du souk d'Almeria qui vendent les vêtements des morts étaient plus touchés que le reste de la population. Si l'on nous demande comment nous en remettre à la théorie de la contagion quand la loi nie cela, nous répondons l'existence de la contagion est solidement établie par l'expérience, par l'étude, par la perception, par la constatation et par la fréquence des données. Ce sont les éléments de la preuve. Fin de citation. Contre qui Ibn Hatima s'insurge-t-il? Non pas contre la loi coranique elle-même, évidemment, mais contre ses exégètes littéralistes. Ce qui est visé ici, c'est le fameux hadith de la peste dont j'avais parlé
il y a 15 jours, et qui justifie la soumission à la colère de Dieu. Le prophète a dit « Nulle transmission à doigt, ni mauvais présage, ni spectre, ni safar, et fuyez le lépreux, comme si vous fuyiez le lion. » Mais on a vu que l'adwa désigne ici la croyance pré-islamique du mauvais œil. Par conséquent, pour accepter la contagion, il ne s'agit pas de rejeter la loi islamique, mais au contraire son interprétation rigoriste qui ne comprend pas que ce que Mahomet rejetait dans cet hadith, c'était une croyance pré-islamique. Donc, et il ne s'agit pas que de Ibn Ratima, comme l'a montré Justin Stearns dans son livre paru en 2011, Infectious Ideas. Les juifs, les chrétiens, les musulmans ont tous en commun de considérer évidemment que la peste est un fléau, c'est-à-dire une manifestation de la colère divine, mais cela ne les empêche jamais de tenter de s'en prémunir, notamment en tentant de prévenir le risque contagieux. La spécificité des savants musulmans réside dans l'obligation qu'ils ont de négocier avec la tradition théologique en interprétant la parole prophétique dans le sens d'un refus des formes magiques de la contagion. Nous retrouvons donc la question de l'écart entre la raison médicale et l'efficacité magique. Mais nous la retrouvons déplacée par rapport à ce que l'on attendait. Si les médecins médiévaux se sont longtemps maintenus à distance de l'idée de contagion, ce n'est pas par un défaut de leur régime de rationalité, c'était par souci de préserver cette rationalité contre les métaphores qui sont d'abord utilisées en théologie et en philosophie morale, comme l'a brillamment montré Aurélien Robert. Qu'est-ce d'abord que l'infection ? Le verbe infecere et son substantif infectio appartient en premier lieu au lexique des teinturiers. Il désigne l'imprégnation des couleurs, justement, dans les tissus. C'est par un débord métaphorique qu'il peut s'appliquer aux maladies, et notamment aux maladies de peau, et notamment à la lèpre. La souillure, la tache, désigne alors l'effet de la maladie, mais la notion d'infectio s'imprègne à son tour d'une interprétation morale. Elle désigne alors la marque corporelle du vice de l'homme. En associant l'idée de contagion à celle de transmission des péchés, cette métaphore débouche à la fois sur la notion de propagation et sur celle d'hérédité, puisque, évidemment, la macule du péché originel se transmet. Elle s'applique fort bien au cas de la lèpre, qui est considérée au Moyen-Âge comme une maladie de l'âme, conséquence du péché originel et du châtiment divin. Voici pourquoi, même si le caractère héréditaire de la maladie fait débat dans les milieux médicaux, comme l'a montré Maïke van den Lugt, c'est la seule transmission possible de cette maladie que Thomas d'Aquin désigne pourtant comme morbus contagiosus. Mais ce sont les péchés qui sont contagieux pour les théologiens. Et voilà pourquoi l'on isole les lépreux, pour des raisons morales davantage que médicales. Reste qu'on assiste à une médicalisation du discours théologique depuis le tournant du XIIIe siècle, de manière contemporaine donc de la réception du canon d'Avicenne dans l'Europe savante. Or, celle-ci rencontre l'usage du contagium dans la littérature normative sur la pollution des péchés et la contamination hérétique. La lèpre est considérée comme contagieuse en tant d'abord qu'elle est assimilée à l'hérésie. Robert Moore l'a évidemment montré. Chez Augustin, puis dans toute la littérature patristique, ce qui infecte, ce qui corrompt, ce qui circule comme une pestilence, c'est d'abord la dissidence religieuse, c'est-à-dire fondamentalement le mal, l'œuvre du malin. Dans la littérature doctrinale, l'hérésie est un mal qui macule celui qui en est porteur et peut ensuite contaminer toute l'Église. Mais parallèlement, comme l'a remarqué Arnaud Fossier, les textes normatifs décrivent le péché comme une pollution
dont le pouvoir sacrilège peut atteindre les corps, les objets du culte, comme les sacrements. Pollutio et contagio sont donc presque synonymes. Et pour éviter le scandale, ce qui désigne dans le vocabulaire de l'Église la contagion, le scandale, c'est rien d'autre que la contagion des péchés, il faut pouvoir l'isoler, isoler le scandale et gouverner par le secret. C'est une métaphore, oui, mais terriblement virulente et possiblement meurtrière. Elle exprime, là encore, la puissance performative de l'imagination. Nous retrouvons ici le mauvais œil, cette fascinatio qui désigne d'abord une forme d'envoûtement et qui témoigne de la force des passions. On retrouve aussi bien dans la physique d'Al-Ghazali que dans les commentaires de Robert Grostet l'idée qu'on peut infecter un autre être humain par l'imagination ou l'œil fascinant. On avait déjà vu. Ainsi, Roger Bacon s'appuie sur Avicenne pour affirmer qu'une méchante âme, tout à sa volonté de nuire, si elle désire ardemment infecter quelqu'un, peut plier la nature à ses pensées. Par exemple, écrit-il, si le lépreux a l'intention, le désir et la conviction de nuire fortement à quelqu'un qu'il déteste, il l'affectera bien davantage qu'il ne le ferait pour quelqu'un auquel il ne veut pas de mal. Cette imagination pervertie peut être celle que la vieille femme, Vétoula, exerce sur les enfants, ou le pouvoir qu'elle a de troubler la femme quand elle est plus jeune, les médecins le disent jusqu'au XVIIe siècle, en fait d'infecter, c'est ça leur mot, les miroirs pendant leur période menstruelle. C'est ici que le concept de souillure trahit évidemment sa dimension genrée. C'est ici que cette expression dit de manière à peine voilée la terreur masculine devant la puissance des femmes. Car la première maladie contagieuse, c'est la maladie d'amour. C'est la maladie d'amour. Constantin l'Africain, un médecin tunisien devenu moine au mont Cassin au XIe siècle, la nomme Amor Ereos dans le Viaticum qui lui est attribué et qui est en réalité une traduction du Zad al-Musafir, qui est le viatique du voyageur d'Ibn al-Jazar. En tout cas, dans le Viaticum, qui est un texte décisif pour les savoirs arabo-latins, et dans ses commentaires qui ont fait donc l'objet d'une importante étude de l'historienne américaine Mary Wack en 1990, Love, Sickness in the Middle Age, la passion amoureuse y est traitée dans le chapitre des maladies du cerveau comme une altération de l'imagination qui est voisine de la mélancolie. Or, lorsque Dante décrit sa rencontre avec Béatrice, lorsqu'il décrit son trouble de la vision, son altération de l'esprit, son ébranlement de tout le corps, qui est ensuite gouverné par le motif de la fascination et de la contagion chez Avicenne, à l'issue de laquelle l'amour vient se loger dans son cœur, il décrit très exactement ça. En 1469, dans le commentaire sur le banquet de Platon, texte qui aura une immense influence au XVIe siècle sur la théorie de l'amour, Marcille Ficin la situe, l'amour, entre la fureur et la mélancolie. Comment naît cette idée fixe, rabaissant l'humain dans une espèce de folie, par une fascination, écrit Marcille Ficin dans le 7e discours de son commentaire. Les esprits sanguins, légers et volatiles sortent des yeux de l'amant et s'emparent du cœur de l'aimé. Je le cite, « La contagion de l'amour s'opère facilement et devient la peste, la plus grave de toutes. » Voici exprimée une articulation secrète entre la peste et la sexualité,
qui nous met sur la piste d'une compréhension que j'appellerais volontiers défolklorisée du rapport entre l'épidémie et son érotisation paradoxale ou impossible. Que faire en cas de peste? Il y a 5 choses à fuir en temps de peste, affirmait Michel Savonarole dans son De Préservatione, et toutes commencent par un F. Fames, fatica, fructus, femina, flatus. La faim, la fatigue, les fruits, les femmes et le souffle. Sous-entendu, le souffle des autres, leur haleine. Le paradigme immunitaire trouve ici une expression ramassée dans son rêve de séparation, séparation des corps, des sexes, des souffles, des touchés. Noli me tangere, ne me touche pas, dit-il. L'histoire traditionnelle de la médecine retient le nom de Girolamo Fracastor, Jérôme Fracastor pour les Français, comme premier théoricien de la contagiosité. L'humaniste et médecin de Vérone s'intéressait à une maladie sexuellement transmissible, indiscutablement, qui fait alors des ravages en Europe, la syphilis. Et il décrit en 1530, il lui donne son nom dans un poème intitulé Syphilidis sive morbi Gallici, le mal de Naples pour les Français, le mal français pour les Italiens. 16 ans plus tard, en 1546 donc, il publie le De Contagione et Contagiosis Morbis, qui élargit ce qu'il a observé pour la syphilis à la lèpre, à la gale, à la tuberculose. Mais, comme l'a montré Isabelle Pantin, la notion de contagion qu'il y met en œuvre doit tout ou presque au paradigme médiéval. Il y a des séminariats, oui, qui circulent bien entre les hommes, mais ce ne sont pas des êtres vivants, ça n'a rien à voir avec les ancêtres des germes. Et la puissance de l'imagination joue encore à plein. Comme le remarque Aurélien Robert, sur lequel je m'appuie toujours, c'est cette notion d'imagination qui mobilise le XVIe siècle, qui mobilise Montaigne dans ses essais pour expliquer la contagion, et tout ainsi qu'un corps rejette son mal à son voisin, comme il se voit en la peste, en la vérole et au mal des yeux. L'imagination qui ébranle avec véhémence, écrit Montaigne, peut pareillement élancer des traits sur des corps étrangers. Et le dernier exemple qu'il donne est également troublant. Tant il y a que nous voyons par expérience les femmes envoyer au corps des enfants qu'elles portent au ventre les marques de leur fantaisie. Donc, ne postulons pas trop vite la rupture naturaliste. La science du XVIe siècle est plus que jamais captive d'une ontologie analogique. Elle est, je dirais, shakespearienne, au sens où, comme l'a montré Stephen Greenblatt, le théâtre de Shakespeare met en scène cette circulation métaphorique des séminia qui ne désigne rien d'autre que le pharmacone, au fond. C'est ça qu'on a décrit aujourd'hui. C'est la pharmacie, c'est-à-dire le fait que le pharmacone est en même temps le remède et le poison. Le pharmacone d'un mal dominé, retourné contre lui-même pour renforcer la communautas, le corps politique qu'il laisse, soit, au sens propre, une immunitas. Voilà ce que l'on a rencontré aujourd'hui dans la pharmacie médiévale de la peste. Pêle-mêle, la pollution, l'infection, la contagion, l'immunité, la tâche, la compassion. Mais la compassion n'inspire pas que des politiques compassionnelles. Il y a des pestes émotionnelles, nous y reviendrons, et ces métaphores sont toutes potentiellement meurtrières. Tout est en place, désormais. La violence peut s'exercer contre les femmes, contre les lépreux, contre les juifs, contre les hérétiques, contre les infidèles, contre les déviants, contre tous ceux qui peuvent miner le corps social de l'intérieur, corps étranger qu'ils exposent à un risque permanent et contre lequel on doit, oui, c'est un mot à la fois juridique et médical, un mot sur lequel on reviendra
évidemment, contre lequel on doit s'immuniser. Tout est en place. La violence peut s'exercer parce que le langage s'affole. Écoutez encore. Peste est une maladie venant de l'ire de Dieu, furieuse, tempestative, hâtive, monstrueuse, épouvantable, effroyable, contagieuse, terrible, farouche, traîtresse, fallacieuse, appelée de Galien bête sauvage, farouche et fort cruelle, ennemi mortel de la vie des hommes et de plusieurs animaux et plantes. Toujours cette épidémie d'adjectifs, oui, mais cette fois-ci, sous la plume d'un médecin, Ambroise Paré, traité de la peste, 1568, le père de la chirurgie opérative, celui qui est censé nous séparer de tout ça, à coups de scalpel, nous séparer de ce foyer de lésions que Michel Foucault appelait le cœur vénéneux des choses. Mais non, car il parle la même langue que celle qui agite le théâtre des cruautés. Cette langue qui halète, énorme et grosse d'abord, blanche, puis rouge, puis noire, et comme charbonneuse et fendillée, écrivait Antonin Artaud. On lui reprochait de ne pas voir que, d'une certaine manière, cet ébranlement du corps ne produisait pas ces orages désirés que lui, poète, croyait voir dans la peste. Mais s'il décrit la déflagration d'un corps, c'est aussi parce qu'il veut y voir l'autopsie du contemporain. Il n'avait peut-être pas tort si on entend autrement ce qu'il dit de cette langue qui s'affole. C'était, au fond, pour installer au cœur de la pharmacie de nos hantises cette notion de pourriture. On ne la voit que si on ouvre le corps. Et alors, il est trop tard. Je cite encore Artaud, comme la colère blanche, la peste la plus terrible est celle qui ne divulgue pas ses traits. Pourquoi raconter cette histoire ? Pour se rassurer ou pour s'inquiéter davantage ? En tout cas, la semaine prochaine encore, nous irons y voir. À bientôt, merci.